Mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Laurent Nunez, préfet de police. Monsieur le préfet, nous vous remercions pour votre disponibilité. Vous étiez d'ailleurs déjà venu devant ce groupe de travail en janvier 2023 et puis vous nous aviez accueillis dans vos locaux à la préfecture de police. Il nous paraissait nécessaire aujourd'hui de faire un point, un nouveau bilan à l'approche bien évidemment des Jeux Olympiques et Paralympiques, notamment suite à vos annonces et à celles du ministre de l'Intérieur, notamment sur le périmètre de sécurité qui sera mis en place, puisqu'il interroge beaucoup. Il semblerait même que celui-ci contraigne l'établissement par la SNCF de son offre pendant les JOP, car l'accès à certaines gares reste encore aujourd'hui incertain. De même, la sécurisation de la cérémonie d'ouverture inquiète. Il s'agit d'une tâche titanesque. Et les volte-face, comme sur la question notamment des boîtes des bouquinistes, interrogent, ou encore de matière en risque de cyber, quand on apprend, même si ça n'arrive pas de votre compétence, qu'une partie des agents de la gendarmerie n'ont pas réussi un test fait récemment. Nous sommes aujourd'hui à 128 jours des Jeux Olympiques et 161 des Paralympiques, autant dire que finalement c'est demain. Donc monsieur le préfet, avant de vous laisser la parole, mon collègue Belkir, qui co-préside ce groupe à mes côtés, va vous poser quelques questions qui vous permettront je pense, de tisser votre propos liminaire. Et puis, bien évidemment, avec la présence nombreuse de collègues assidus à ce groupe de travail, qu'il y aura un jeu de questions-réponses. Mais je laisse la parole à Belkir. Merci, Maxime. Merci Monsieur le Préfet, merci Madame pour votre présence. Merci également aux collègues d'être présents cet après-midi pour cette nouvelle audition avec vous, Monsieur le Préfet. Pour rentrer dans les détails, nous aimerions que vous nous fassiez un état précis sur la sécurisation de la cérémonie d'ouverture. La chose a été... La jauge a été revue, notamment en raison de la décision qui avait été prise sur la question des bouquinistes, qui a fait un petit peu polémique pendant quelques semaines. Revenir sur le périmètre de sécurisation, le nombre de bateaux et également, et puis le travail qui est mené avec le COJO, avec toute la scénographie qui doit être mise en place en amont avec l'ensemble du rétro-planning. J'évoquais à l'instant la question des bouquinistes. Cette question-là ne doit-elle pas être vue comme un aveu de la raison véritable de l'enlèvement des boîtes, c'est-à-dire des raisons esthétiques et de visibilité? J'aimerais avoir votre retour là-dessus, ou est-ce que c'est véritablement y a-t-il véritablement des raisons de s'inquiéter de laisser en fait ces boîtes-là? Ensuite, sur le fameux périmètre de sécurité, pourriez-vous faire un point et revenir sur leur évolution avec la prise en compte des remarques des différents usagers? Paris ne risque-t-il pas de subir un confinement finalement limitant son activité économique et relaissant les approvisionnements? Même si les Jeux Olympiques et Paralympiques vont débuter officiellement le 26 juillet avec la cérémonie d'ouverture, on sait que pour les forces de sécurité intérieure, ça démarrera beaucoup plus tôt. Ça commencera en fait dès l'arrivée du VLM à Marseille, le 8 mai prochain. Les Franciliens seront impactés bien avant cette date avec de nombreux endroits et axes fermés compte tenu du montage des différentes structures. Pourriez-vous faire le point là-dessus? Puis j'aimerais vous interroger notamment sur savoir si la décision a été prise concernant la circulation des bus dans le fameux périmètre interdit. Il restait, je crois, ce sujet notamment en suspens. Nous sommes toujours autant préoccupés par la question de la sécurité privée également, même si les retours qu'on a pu avoir sont plutôt de nature à nous rassurer, parce qu'on sait que 18 000 personnes sont entrées ou vont entrer en fait en formation globalement, ce qui devrait permettre peut-être d'atteindre l'objectif qui avait été fixé initialement. Peut-être une question complémentaire sur notamment les dispositifs qui avaient été proposés dans le cadre de la loi olympique, notamment sur l'intelligence artificielle, sur la vidéoprotection intelligente. Si vous pouviez nous en dire un mot, notamment de leur expérimentation, là où on en est, parce qu'on sait qu'il faut au moins plusieurs mois et un certain nombre de jeux de données
pour permettre justement une utilisation efficace à l'occasion de l'organisation de ces Jeux. Voilà très rapidement les quelques premières questions que je souhaitais évoquer avec vous. Et puis il y aura une salve d'autres questions de nos collègues un peu plus tard. Voilà. Nous vous rappelons que cette audition est filmée et rediffusée sur le site de l'Assemblée nationale et qu'elle est ouverte à la presse. Voilà. Merci à vous, monsieur le préfet. Et la parole est à vous. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les députés. Donc je me propose purement et simplement de suivre la trame de ce que vous avez dit, Monsieur le Président, monsieur le député. Je vais suivre la trame puisqu'il y a beaucoup de questions. Le champ est très vaste. Je reviendrai sur les sujets du Gare SNCF. D'abord, peut-être commencer par les périmètres de sécurité. Les périmètres de sécurité. Donc, rappelez que j'ai, pendant les Jeux, moi, la responsabilité de toute l'Île-de-France. Donc évidemment avec les préfets de département concernés. Et nous avons élaboré les périmètres de sécurité autour des sites olympiques, c'est-à-dire les sites de compétition, et puis bien sûr les sites tels que le village olympique, le village des médias. Et donc ces périmètres se constituent de il y a quatre périmètres en réalité. Il y a évidemment le site de compétition, le site de l'organisateur du COJO, autour duquel nous élaborons pour chaque site un périmètre de protection tel que prévu par la loi SILT de 2017, donc un périmètre antiterroriste où pour accéder, évidemment, on devra se soumettre à un certain nombre de contrôles, qu'on soit en véhicule et surtout, bien sûr, pour les piétons. Et puis, il y a deux périmètres de circulation qui sont ceux qui ont fait débat. Autour des sites, on a des périmètres d'interdiction de circulation, puisque ce sont des sites olympiques. Vous allez avoir en continu dans la journée, en fonction de l'ouverture des sessions sportives, vous allez avoir des flux de piétons. Donc il est évident que la coexistence entre une circulation routière motorisée et des flux de piétons pose problème. D'où ces périmètres rouges qui ont été tracés autour des sites et qui sont des périmètres d'interdiction de circulation. Et puis il y a un quatrième périmètre, qui est le périmètre bleu, qui est autour du périmètre rouge, et qui est un périmètre où on veut éviter le trafic de transit. C'est-à-dire qu'on ne veut y voir que les véhicules motorisés qui ont quelque chose à y faire. Alors, contrairement à ce qu'on a pu entendre, lire, etc., ces périmètres rouges et bleus sont des périmètres qui réglementent la circulation motorisée, mais en aucun cas la circulation des piétons et la circulation des vélos, des trottinettes. Donc voilà, donc il n'y a pas aucune difficulté d'accès. De la même façon qu'il n'y a pas spécialement de contrôle à l'accès de ces périmètres. Il n'y a pas de contrôle comme il peut y en avoir un autour du site olympique au titre de la protection antiterroriste. Ça me semble important à signaler puisqu'on a entendu dire beaucoup de choses. Qui étaient fausses sur ces périmètres. Donc quand vous regardez la carte de l'Île-de-France, vous vous rendez compte qu'ils impactent en réalité assez peu les territoires. Alors c'est vrai qu'il y a des zones qui sont plus concernées que d'autres. Je pense notamment au centre de Paris où on a deux blocs autour de la Concorde avec plusieurs sites, et puis autour du Champ de Mars, Trocadéro, et puis département de la Seine-Saint-Denis qui est concerné quand même par le Stade de France, le centre aquatique olympique, et puis le village. On a là où l'un des périmètres qui sont un peu plus larges. Donc rapidement sur ce sujet, il est bien évident que les périmètres rouges d'interdiction de circulation que nous pratiquons habituellement. Chaque fois qu'il y a des grands événements dans Paris ou ailleurs, nous avons toujours ces quatre périmètres. Un périmètre organisateur, un périmètre de protection antiterroriste, un périmètre d'interdiction de circulation, et puis un périmètre dit d'interdiction de transit. C'est ce qu'on fait par exemple à Paris tous les 31 décembre. C'est exactement la même chose. Les Champs-Élysées sont la zone organisateur, c'est la ville de Paris qui organise les festivités. Nous avons un périmètre antiterroriste et puis nous avons un périmètre d'interdiction de circulation. Évidemment que les Jeux Olympiques durant quand même un certain temps, prolongés par les Jeux Paralympiques ensuite, il est bien évident qu'il était complètement impossible d'avoir un périmètre rouge d'interdiction de circulation motorisée strict. Donc ça paraissait difficilement possible. Et donc c'est pour cela qu'ont été prévues un certain nombre de dérogations qui sont somme toute assez nombreuses, qui ont donné lieu à une concertation, j'insiste, à une concertation, c'est-à-dire que les périmètres dont je viens de vous parler, nous les avons rendus publics
lors d'une conférence de presse avec monsieur le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, avec Tony Estanguet, le président du COJO, madame Hidalgo, la maire de Paris, et puis moi-même. Ces périmètres avaient été vus préalablement, évidemment, avec tous les préfets de département d'Île-de-France. Et nous les avons rendus publics fin novembre. Et s'est ouvert une période de concertation qui a duré 4 mois, pendant laquelle nous avons discuté, enfin 3 mois et demi, pardon, pendant laquelle nous avons discuté avec l'ensemble des acteurs institutionnels, les acteurs politiques, institutionnels, administratifs, les ordres professionnels, les organisations consulaires. Et ça a été l'occasion d'échanger sur les dérogations aux règles de circulation, aux règles d'interdiction de circulation. Et puis d'ailleurs, dans chaque département, il y a eu énormément de réunions publiques. Moi-même, j'en ai présidé énormément dans chaque arrondissement parisien, à l'invitation des maires. Nous sommes allés à la rencontre des populations pour expliquer ces périmètres. Au final, donc, ils ont été, les règles de fonctionnement ont été rendues publiques dans le cadre d'un point presse qui s'est tenu le 1er mars. Et vous avez pu constater que les dérogations sont importantes. Elles permettent aux riverains d'accéder en véhicule quand ils ont un parking. Elles permettent évidemment aux professionnels qui travaillent dans la zone de pouvoir s'y rendre. Je pense aux médecins, je pense aux livreurs pour les commerces, puisque dans ces périmètres rouges, évidemment, la vie continue. Les commerces, les restaurants, les hôtels restent ouverts. Donc on a des possibilités de livraison. Donc, et voilà, il y a toute une liste qui a été mise en ligne sur le site de la préfecture de police. La liste des dérogations est très large. Et donc, je pense qu'on a réussi à trouver un équilibre entre le maintien de la vie économique et les impératifs de sécurité. Alors, modulo évidemment un certain nombre de contraintes que nous avons imposées. La première, c'est que pour bénéficier de ces dérogations, sauf entrer dans la zone en cas d'urgence, nous avons prévu l'inscription sur une plateforme numérique, donc avec une attestation. Donc nous travaillons avec un opérateur privé avec une attestation qui sera délivrée très rapidement, de manière à ce que nous, on puisse assurer un minimum de contrôle de la bonne raison de ces personnes à entrer de manière motorisée dans la zone. Sauf cas d'urgence, j'insiste, en cas d'urgence, le plombier qui doit faire un dépannage urgent, le médecin qui doit faire une intervention urgente pénétrera évidemment sans s'inscrire préalablement sur la plateforme. Donc il y a cette condition de la plateforme. Et puis pour les entrées dans la zone les plus lourdes, entre guillemets, c'est-à-dire les livraisons, les camions et autres, on a prévu des horaires. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de permettre cette entrée à un moment où on a un flux de piétons. Bon, on a prévu des horaires sur lesquels nous travaillons et qu'on va bientôt mettre en ligne sur nos sites Internet. Voilà, ça c'est pour le fonctionnement de nos périmètres. J'ajoute que ces périmètres sont également en ligne sur le site du ministère des Transports qui s'appelle le TDM. Et le site est très bien fait, donc on peut savoir en fonction de l'heure à laquelle on veut se présenter sur nos périmètres s'il est actif ou pas. Et nous allons bientôt y injecter les heures de possibilité de livraison, de manière à ce que les opérateurs économiques puissent avoir une connaissance assez large de tout ça. Donc voilà pour les périmètres. Alors il reste effectivement un point à régler, vous l'avez souligné, donc j'y réponds, c'est la possibilité de maintenir des transports en commun, les lignes de bus en fait, clairement. Bon, là-dessus, la règle, c'est non, parce qu'on ne peut pas avoir des bus dans une zone où la circulation est interdite. Donc, ce que nous avons convenu, toutefois, qu'à titre exceptionnel, quand une ligne de bus ne peut pas être déviée, la déviation étant la règle, nous avons convenu avec IDFM, et d'ailleurs à la demande de nombreux élus, notamment des élus séquagno-dionysiens, de Madame Valérie Pécresse, la présidente du conseil régional. Donc nous avons convenu qu'il pourrait y avoir des dérogations exceptionnelles quand on ne peut pas faire autrement, quand on ne sait pas la dévier et que c'est une ligne qui est importante pour la desserte des populations. Et donc j'ai été saisi par IDFM d'une demande de dérogation qui porte sur une quarantaine de lignes, sur toute la région Île-de-France, sur toute la région Île-de-France. Et nous sommes en train de l'étudier avec les préfets de département et je répondrai très rapidement à IDFM de manière à pouvoir dire quelles sont les lignes que nous maintenons par dérogation. Voilà. Et autre dérogation qui m'a été demandée, c'est les centres de bus, c'est-à-dire quand ils sont situés en zone rouge, il faut bien que les bus puissent sortir et rentrer pour aller réaliser leur mission. Donc nous avons admis, sauf quand évidemment ils sont accolés à un site olympique, nous avons admis qu'on pouvait aussi déroger pour les centres opérationnels de bus. Voilà, mais effectivement, pour répondre à votre question, ce point reste en suspens. Maintenant, c'est une question de jour. Nous avons effectué le travail technique des lignes que nous souhaitons maintenir. Il faut que je réponde à IDFM
après avoir consulté les préfets de département pour avoir évidemment leur avis, en consultant d'abord les préfets de département, puis ensuite je répondrai à IDFM, mais tout ça c'est une question de jour, et j'ai vu les préfets de la région Île-de-France il y a 48 heures. Sur la cérémonie d'ouverture, donc le ministre a communiqué le dispositif de la cérémonie d'ouverture lors donc de son audition au Sénat, où il en a rappelé les principes. Alors la cérémonie d'ouverture, finalement, ça n'est qu'un grand site olympique qui recouvre l'ensemble de la Seine, avec une parade qui au total va occuper 14 km. La parade, c'est 6 km, mais il y a une zone d'embarquement, il y a une zone de débarquement. Et donc, nous avons exactement le même principe que pour un site olympique, avec une différence, évidemment, c'est que là, on est sur une zone qui est très étendue, d'une part, et d'autre part, la différence également forte, c'est que le périmètre de protection antiterroriste sera plus large que la stricte parade. C'est-à-dire que on ne se cantonne pas de prendre en compte le fleuve, la Seine, les gradins, qui est haut, qui est bas. On prend également tous les immeubles riverains dans le périmètre de protection, de manière à pouvoir assurer le contrôle le plus exhaustif possible qui soit de tous ceux qui auront la possibilité d'avoir un visuel sur la parade. Et particularité également, c'est que ce périmètre, on le mettra en œuvre plusieurs jours avant, donc plusieurs jours avant, de manière à éviter que des personnes mal intentionnées s'introduisent sur le site au préalable. Évidemment, ça va susciter une certaine complexité. Donc, on a prévu la possibilité néanmoins de traverser cette zone. Ce périmètre de protection, évidemment, sera valable H24. C'est un périmètre de protection qui sera plusieurs jours avant la cérémonie mis en place. Et nous avons prévu, à la demande du ministre de l'Intérieur, d'avoir des possibilités de traverser ce périmètre. Alors, en aval du pont de Bir-Hakeim, les traversées restent possibles. En amont du pont de Bercy, les traversées restent également possibles. Et dans le centre de Paris, nous en avons prévu 5. 4 routières et une piétonne, qui est la passerelle Sangor, de manière à ce que les gens puissent évidemment traverser Paris. Donc ce périmètre de protection sera un périmètre antiterroriste. Là, évidemment, pour y rentrer, il faudra, même quand on est piéton, être contrôlé. Et nous avons prévu la même plateforme numérique pour s'inscrire, pour pouvoir rentrer dans ce périmètre avec des dérogations, là encore, pour permettre à la vie professionnelle, la vie des personnes, la vie personnelle de se poursuivre. Voilà. Et donc cette plateforme a vocation à être mise en ligne, si tout va bien, dans le courant du mois d'avril. Donc ça, c'est pour le périmètre. Évidemment, ensuite, pour la sécurisation de la cérémonie, elle sera évidemment à très haut niveau. Nous aurons une sécurisation, des contrôles extrêmement... des contrôles de police aux entrées et de gendarmerie et de militaires du dispositif Sentinelle, des contrôles tout aux abords de cette zone, des contrôles à l'intérieur de la zone, des contrôles sur les points hauts, un dispositif de lutte anti-drone, les 3 forces spécialisées, les 3 forces d'intervention nationales que sont le RAID, la BRI et le GIGN sont engagés chacun dans leur mission sur la sécurisation de cette cérémonie. Donc on a un très très gros dispositif policier pour cette cérémonie. Voilà, je peux en dire, évidemment, je peux répondre évidemment ensuite à vos questions pour développer plus avant. Sur les 2 questions que vous m'avez posées, sur la scénographie, c'est-à-dire le côté artistique de la parade. La parade, ce sont des athlètes qui défilent sur un certain nombre de bateaux, puis qui se rendent au Trocadéro, où a lieu la cérémonie d'allumage de la flamme, la cérémonie protocolaire. On aura sur le Trocadéro 120 chefs d'État et de gouvernement, les dignitaires du CIO, du COJO, et évidemment les chefs d'État et de gouvernement. Bon. Et puis, il y a un programme artistique sur lequel nous travaillons avec l'organisateur, puisque ce programme a des incidences sur les règles de navigation qui relèvent du préfet de région. Et puis, il y a des incidences évidemment au sol, puisque c'est un programme artistique. Donc là, nous y travaillons avec l'organisateur dans la plus grande confidentialité, puisque évidemment, cette parade, ce programme artistique, c'est une surprise. Donc voilà, nous y travaillons, et sans forcément d'ailleurs connaître le contenu, mais ce qui nous importe de connaître, c'est les emprises qu'il va y avoir pour la partie qui me concerne sur les quais et pour le préfet de région sur le fleuve. Voilà, donc tout ça avance. Sur les bouquinistes, la décision prise a été finalement de les maintenir. Donc puisque il était question évidemment d'avoir du public, un temps il était question d'avoir du public derrière les boîtes,
il aurait fallu enlever les boîtes pour des raisons de sécurité si on mettait du public à ces endroits-là, parce que c'est des zones où on peut évidemment mettre des explosifs. Et puis la disposition des boîtes posait problème, puisqu'elles sont parfois espacées, donc on craignait qu'il y ait des mouvements de foule. Donc la décision a été finalement de maintenir les boîtes pour une raison simple, c'est que l'enjeu en termes de jauge était relativement limité en définitive. Donc outre l'intérêt évidemment des bouquinistes, et le président de la République l'a d'ailleurs rappelé pour le patrimoine culturel français, en termes de jauge de public, l'impact était extrêmement limité, puisque dans les discussions que nous avions avec les bouquinistes qui occupent un linéaire de quai qui représentait environ 75 000 personnes, sur une jauge à 300 et quelques mille. On parlait de 75 000 personnes. Nous avions descendu cette jauge, nous avions décidé de laisser un certain nombre de boîtes, notamment sur la rive gauche. On tombait à 40 000. Donc l'enjeu, c'était 40 000 au total. Donc voilà. Bon, finalement, la décision a été prise de maintenir les boîtes, mais il n'y aura pas de public pour les raisons de sécurité que je viens d'évoquer. Et donc, ce qui fait que la jauge est descendue donc à 222 000, ce qui correspond à environ 80 000. La jauge initiale, c'était 300 000, on enlève 80 000, on arrive donc à nos 220 000, 222 000 exactement. Donc ça, c'est la jauge qui est haut, et la jauge qui est bas, je le rappelle, c'est 100 000 personnes. Voilà pour la cérémonie. Ensuite, je pourrai répondre évidemment à vos questions. Sur les gares, alors, effectivement, il y a eu tout un débat il y a une discussion en cours avec la SNCF, donc entre le préfet de police qui est le ministre de l'Intérieur, donc puisque moi je vais soumettre au ministre de l'Intérieur mon programme de sécurisation de la cérémonie d'ouverture qu'il va valider, c'est-à-dire le linéaire du périmètre de protection. Évidemment, là, on est dans un périmètre SILT, donc il ne peut pas y avoir de station de métro ouverte. Donc il serait complètement fou de contrôler en surface les gens qui rentrent dans un périmètre et de permettre à ce qu'ils ressortent en métro. Donc les stations qui débouchent dans le périmètre SILT seront fermées. Côté site olympique, en dehors de la cérémonie, nous ne sommes contraints que de fermer 3 stations. C'est Champs-Élysées, Clémenceau, Tuileries, parce qu'elles débouchent pour 2 d'entre elles dans un SILT, et Tuileries est au milieu, est une petite station qui serait à ce moment-là, qui n'aurait pas la capacité d'absorber tout le monde. Donc nous avons des discussions qui sont en cours avec la SNCF. Donc j'ai été saisi effectivement d'une demande de la SNCF pour donner le plan de sécurisation. Donc le travail est en cours. Il faut savoir que les gares seront en réalité très peu impactées, sauf évidemment le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture. On a un sujet, donc évidemment je répondrai à la SNCF, on a un sujet sur la gare d'Austerlitz qui, dans les jours qui précèdent, demeure en périmètre bleu, donc demeure accessible, sauf pour la partie qui donne sur la Seine, sur les quais. Et on a un sujet également sur la gare de Lyon, mais pas pour le jour de la cérémonie, pour le contre-la-montre, puisque la gare de Lyon sera le 24 et le 27 juillet. Le 24, c'est l'épreuve de familiarisation de la course contre la montre, et le 27 juillet, c'est la course contre la montre. Et là, la gare de Lyon sera en périmètre rouge. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y accéder à pied. Et donc voilà, donc on travaille avec la SNCF je dois répondre à la SNCF donc une fois que le plan de sécurisation aura été validé, et de manière à qu'ils puissent s'organiser pour les départs en vacances. Voilà. Donc, et c'est d'ailleurs pour cela que la commercialisation des ventes pour les départs en congé a été à ce stade bloquée pour le 26 juillet, mais très rapidement, je donnerai toutes les informations utiles à la SNCF pour qu'elle puisse prendre ces dispositions. Concernant la question du démarrage, finalement, pour ce qui nous concerne, pour la région Île-de-France et pour la France entière, d'ailleurs, des festivités liées aux Jeux Olympiques, des missions de sécurisation que nous allons lancer. C'est un peu l'arrivée de la flamme sur le territoire national le 8 mai à bord du Belém à Marseille qui va lancer un peu les choses. Donc elle arrive le 8 mai. Et puis donc ensuite elle fait tout un itinéraire dans la France, en France entière. Et pour ce qui est de Paris, elle sera à Paris à partir du 14 et du 15 juillet et cheminera ensuite dans la région Île-de-France. Donc on y travaille avec les préfets de département.
le 14 juillet pourrait être une journée, c'est déjà une journée très chargée, puisqu'on a le défilé, donc on a la flamme qui va partir dans l'après-midi dans les rues, dans Paris, et potentiellement la finale de l'Euro de football qui se tient ce soir-là. Et donc évidemment, on a complètement intégré cette dimension, espérant tous que la France soit en finale. Voilà. Donc voilà pour la flamme. Mais vous avez raison de souligner que pour nous, en matière de sécurité, pour le centre de Paris, à partir du moment où ce sont des sites olympiques qui vont être construits, il faut bien avoir à l'esprit que les constructions ont démarré depuis le 1er mars. En ce moment, si vous devez le voir dans Paris, sur toutes les places parisiennes concernées, Champ de Mars, Trocadéro, Invalides, la Concorde, donc les constructions ont démarré et elles auront un impact significatif sur la circulation, c'est-à-dire qu'on aura on ne pourra plus circuler à ces endroits-là, on va dire grosso modo à partir du 1er juin. Voilà. Donc, et nous, nos plans de circulation, nos périmètres, on les met en place à partir de ce moment-là. Alors, j'insiste, les périmètres rouges et bleus dont je vous ai parlé autour des sites olympiques, l'attestation, les dérogations, ça ne vaut qu'au moment où on active, où les Jeux olympiques commencent. Pourquoi ? Parce que pendant les phases de montage, si je prends par exemple la Concorde, qui va être fermée à partir du 1er juin, on n'a pas de flux de spectateurs, il n'y a pas de site, donc les impératifs de protection sont moindres que quand les sites olympiques sont activés. Donc il y aura évidemment un périmètre rouge d'interdiction, mais les riverains pourront rentrer, ils se présenteront au barrage de police, devront justifier librement de leur qualité de riverain ou de professionnel, et on laissera passer les gens, évidemment. Là, on n'est pas sur un dispositif de sécurité, mais plus sur un dispositif de circulation. Et les périmètres rouges et bleus dont je parlais seront activés évidemment au moment où les Jeux Olympiques commenceront. On a un autre, donc les sites en construction dont j'ai parlé. Donc on commence à avoir des impacts significatifs sur la circulation au 1er juin. Et puis il ne faut pas oublier que la cérémonie va impliquer de monter les quais d'abord pour la ville, donc les quais. Là, on prévoit une coupure de la circulation sur les quais aux alentours de la mi-juillet. Et puis, sur les quais bas, le COJO va évidemment monter ses installations. Alors évidemment, sur les quais bas, l'impact en matière de circulation, il est moindre. Mais il y a quand même les ponts, puisqu'un certain nombre de ponts vont être utilisés par le COJO pour la cérémonie, soit parce qu'il y a le programme artistique, soit parce qu'il y a des installations techniques, soit parce qu'il y a des tribunes. Et donc, en réalité, un certain nombre de ponts parisiens, à partir de début juillet, progressivement, vont être fermés à la circulation. Mais on maintient les 5 axes dans le centre de Paris, dont je parlais tout à l'heure. On aura 5 ponts qui resteront traversants et ouverts à la circulation. Et le reste, encore une fois, pendant toute cette période, je le redis, sauf évidemment le jour de la cérémonie, mais reste accessible tous les ponts qui sont en aval du pont de Bir Hakeim et tous les ponts qui sont en amont du pont de Bercy. Voilà voilà sur le programme, le démarrage de manière anticipée des Jeux Olympiques. Alors j'en profite pour faire une petite incise parce qu'il y a des questions évidemment qui préoccupent à juste titre les Franciliennes et les Franciliens. Nous aurons des voies réservées, il y a 185 km de voies réservées, dont le but essentiel est de permettre quand même aux athlètes d'arriver en 30 minutes sur les sites de compétition. Et comme vous le dites, effectivement, c'est mieux. Pour nous, c'est un objectif fort. Je crois qu'on donnerait une image pas terrible de notre pays si les athlètes arriveraient en retard aux compétitions, d'autant qu'on comprend que les règles olympiques font que la compétition commence. On n'attend pas les athlètes. Donc, pour nous, ces voies réservées, c'est un enjeu majeur. Donc, ce sont des voies qui sont réservées à ce stade, je dis bien à ce stade, de par une ordonnance de 2019, qui a été modifiée ensuite par une loi postérieure, qui sont réservées évidemment à tous les véhicules du COJO accrédités, dont ceux des athlètes, aux taxis, aux transports en commun et aux véhicules PMR. Pour l'instant, ce sont les règles, étant entendu que moi, comme préfet de police, j'ai la possibilité de restreindre ce champ d'application. En tout cas, il n'est pas question de l'étendre. Je suis saisi de nombreuses règles d'extension, mais ça paraît, c'est tout à fait impossible. Il est vraiment impératif que ces voies soient réservées aux véhicules prioritaires. Voilà, j'ai beaucoup de demandes de catégories socio-professionnelles qui aimeraient emprunter ces voies, mais c'est très compliqué. L'autre remarque que je voulais faire, et c'est d'ailleurs, je réagis d'ailleurs à un article qui est paru aujourd'hui dans le Parisien,
sur les travaux immobiliers qui pour moi relève carrément de la science-fiction, sur un article qui laisse à entendre qu'avec les professionnels du bâtiment, de la construction, sur la voirie immobilière, qui laisse à entendre qu'il y a eu un bras de fer avec le préfet de police pour imposer un certain nombre de règles plus souples. Je m'inscris totalement en faux à ce sujet. Dès la fin de l'année 2023, nous avons, notamment avec le préfet de région, mais le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques les a aussi rencontrés, nous avons rencontré les professionnels et nous avons tenu à les rassurer sur le fait qu'en matière de travaux immobiliers, bien sûr qu'il y aura des restrictions. Évidemment, on ne peut pas laisser des travaux de voirie en zone rouge, on ne peut pas laisser des travaux se dérouler sur les voies réservées olympiques, mais en dehors des zones de restriction, nous sommes très ouverts sur les règles qui vont permettre de poursuivre les travaux. Sur ce sujet, nous n'avons pas encore rendu notre copie, pour la bonne et simple raison que la semaine dernière, donc j'ai reçu avec le préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume, les professionnels concernés, que nous leur avons donné notre projet concernant les travaux immobiliers. Et je crois pouvoir dire que les choses se passent dans les meilleures conditions et que certaines fédérations étaient même surprises de voir qu'il n'y avait pas de demande dans l'ensemble de la capitale, dans l'ensemble de la région Île-de-France, de suspension des travaux. Loin de là, il y a simplement des règles qui font que, évidemment, il ne faut pas que dans les zones d'interdiction, on ait des emprises sur voirie. Il ne faut pas que dans les zones où les piétons passent, évidemment, on ait des échafaudages ou des emprises sur les trottoirs, mais uniquement dans ces zones-là. Et on n'interdit pas les travaux à l'intérieur des bâtiments, dès lors que ces travaux donnent lieu à des livraisons qui ont lieu de matériel, qui ont lieu dans les créneaux autorisés. Voilà, on en est là. Donc moi, j'attends les retours des professionnels concernés et les choses se passent de la meilleure des façons. Et nous allons évidemment poursuivre ces discussions. Là, je le dis en réaction à cet article du Parisien qui ne correspond pas à la réalité des discussions que nous avons avec les professionnels. Et ces règles vont être arrêtées maintenant avec ces professionnels, en concertation avec eux, dans des délais assez rapprochés. Sur l'intelligence artificielle, oui, nous allons expérimenter, comme la loi le permet, l'intelligence artificielle, dont je rappelle que c'est une intelligence artificielle qui est une aide, une assistance aux opérateurs vidéo. C'est-à-dire que nous allons avoir énormément de vidéoprotection pendant les Jeux Olympiques. Et évidemment, que l'intelligence artificielle va venir aider nos agents à avoir l'attention attirée par des événements anormaux. C'est ce qu'a prévu le législateur, avec des cas d'usage très précis, il y en a 8. Des mouvements de foule, la pénétration dans une zone interdite, un port d'armes, enfin d'un objet dangereux, la pénétration, un mouvement à contresens. Donc voilà, donc ça nous allons l'expérimenter et nous sommes dans la phase de paramétrage, puisque la préfecture de police, au titre de l'ensemble de la région Île-de-France, sera évidemment concernée au premier chef, puisqu'on a 80% des épreuves. Donc là, nous sommes dans des phases de paramétrage. Nous avons fait un premier test le 3 et 5 mars sur le concert de Dépêche Mode à l'Arena Bercy. Et puis nous avons un certain nombre d'événements qui vont se dérouler. Alors il n'y a rien au Stade de France, puisque le Stade de France est en préparation pour les Jeux, mais il y a pas mal d'événements qui doivent se dérouler à l'Arena de la Porte de la Chapelle, notamment des matchs de basket, et donc on va retester ce dispositif. Je rappelle que tout ça se fait sans croisement de fichiers, on ne peut pas croiser avec d'autres fichiers, il n'y a pas de reconnaissance faciale, donc c'est vraiment une alerte pour nos opérateurs vidéo d'une situation anormale qu'ils vont ensuite aller vérifier eux-mêmes. Et donc pour nous, c'est vraiment un outil indispensable, c'est un gain de temps énorme et ça nous permet de signaler des situations anormales. Et le tout s'effectue évidemment sous le plus grand contrôle. Bon, voilà, il y a un comité d'évaluation que le ministre a reçu, qui sera d'ailleurs composé également de parlementaires, et donc qui était déjà présent lorsque nous avons procédé à ces paramétrages le 3 et 5 mars pour le concert de Dépêche Mode. Voilà, alors je ne sais pas, je regarde rapidement, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Bon, voilà, merci. Alors, je vais laisser la parole aux collègues qui désirent prendre la parole. J'avais une demande de question de Claudia Rouault sur la sécurité. Monsieur le préfet, alors moi j'ai plusieurs questions et je vais vous dire très sincèrement une grande interrogation. Croyez-vous sincèrement que la journée d'ouverture va se faire telle que vous l'avez décrite à l'instant,
on finit par avoir beaucoup de doutes, puisque à chaque fois on rajoute de la sécurité à la sécurité, et qu'à un moment donné on se demande si ça va être réel. Parallèlement à ça, nous avons auditionné, je crois que c'est la semaine dernière, les Airbnb, oui, comme on appelle, c'est une association, non, c'est pas la société Airbnb, sur le sujet de toutes ces personnes qui vont louer des logements sur le parcours. Moi, j'ai discuté avec des élus de Paris qui me disaient que le Mossad et la CIA seront très vigilants à savoir qui va habiter dans chaque appartement tout au long de la Seine. Et nous étions étonnés d'entendre leur réponse par laquelle absolument aujourd'hui il n'y a aucune demande de renseignement sur les personnes qui louent des Airbnb partout à Paris, auprès des sites et tout ça. Et comme le disait très justement Maxime tout à l'heure, on est à 126 jours. Donc c'est demain. Pourquoi, depuis le temps qu'on en parle, vous n'avez pas mis une plateforme justement pour regarder un peu qui va louer ces logements? Parce que là, il y a évidemment un risque réel. Un autre sujet, je viens de rencontrer la direction de Marseille, du football club de Marseille, c'est le hasard, hein, et qui me disait qu'à l'arrivée de la Flamme, il y avait un match au Vélodrome qui était prévu, et on leur a demandé de déplacer le match, considérant qu'on n'était pas en mesure de sécuriser à la fois le Vélodrome, en tout cas la rencontre, et puis l'arrivée de la Flamme. Alors je suis très étonné d'entendre que vous puissiez à la fois organiser les cérémonies de 14 juillet, un match, et enfin tout ça. Alors est-ce à dire qu'on localise toutes les forces de l'ordre à Paris et qu'on néglige Marseille? Enfin, c'est juste une question. Concernant le transport, alors vous avez vu ce qui s'est passé au RER, il s'avère que c'est le moyen de transport de mon collaborateur qui est en colère folle la semaine dernière, puisqu'ils ont fini à pied sous les rails pour une énième panne du RER. Donc comment vous allez pouvoir solutionner je suis très, très dur et très cash, hein, je vous le dis. Comment vous allez solutionner ces gros problèmes de mobilité? Et la dernière, alors moi je veux bien les véhicules réservés. Encore ce matin j'ai pris le bus. Les voies réservées, bus et taxis, sont tout le temps encombrées. Tout le temps. Depuis que je suis à Paris, j'ai toujours vu ça. Un jour, il y a un véhicule jaune, un bleu, un blanc. En fait, il y a toujours des véhicules qui encombrent les voies réservées. Donc, quelles mesures allez-vous prendre pour régler ce problème? Merci. Merci Claudia. Monsieur le Préfet, je vous laisse la réponse pour que vous puissiez faire du tac au tac, et d'autres parlementaires, on prendra les questions après. Merci beaucoup, monsieur le député. Oui, vous êtes, je dirais pas dur, un peu pessimiste, quoi. Bon, on a quand même... non, mais je vais vous apprendre alors un certain nombre de choses. C'est mon rôle, et c'est évidemment mon rôle devant la représentation nationale. D'abord, sur la sécurité, oui, ça va se passer comme on l'a prévu, hein, donc on n'a pas de difficulté là-dessus. Vous citez des services avec lesquels on travaille, hein, donc évidemment, donc des services étrangers. Mais nous aussi, on a les nôtres. Et jusqu'à preuve du contraire, ils sont quand même très performants, les services de renseignement français. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur d'en diriger un, comme vous le savez peut-être ou pas, mais j'ai eu l'honneur d'en diriger le service de sécurité intérieure, l'équivalent du FBI. Et nous travaillons avec ces services. Nous travaillons avec les délégations. Je puis vous assurer qu'on leur dit exactement la façon dont on va effectuer les contrôles que vous appelez de vos voeux et qui auront lieu. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucune inquiétude de leur côté. Aucune inquiétude. J'étais encore la semaine dernière avec une délégation américaine de très haut niveau et il n'y a pas d'inquiétude. Voilà. Donc, pour les locations, vous avez raison, hein, de souligner que c'est quand même un sujet, évidemment. Vous allez avoir des gens qui vont louer des appartements avec un visuel sur la Seine, mais vous allez avoir aussi des riverains qui vont inviter d'autres personnes. Bon. Ça veut dire qu'il faut qu'on contrôle toutes ces personnes, évidemment. C'est-à-dire que tout le monde... Vous ne rentrerez pas dans cette zone si vous n'avez pas donné votre identité, un certain nombre d'informations. Et évidemment, le ministre l'a dit au Sénat, il y aura des enquêtes de sécurité. Il y aura des enquêtes de sécurité que les services connaissent. Hein, donc, et le ministre l'a dit, et moi, sous son autorité, on prendra évidemment toutes nos responsabilités là-dessus. Voilà. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce stade. Bon, voilà, vous citez un certain nombre d'opérateurs avec lesquels nous avons discuté, évidemment. Les opérateurs dont vous parlez d'Airbnb, d'autres opérateurs, ils informent évidemment leurs clients que nous allons avoir un dispositif spécifique sur la cérémonie, qu'il va falloir s'enregistrer. Voilà, voilà, en tout cas, bon, je peux... Oui, d'accord. Bon, alors on a... Voilà.
Voilà, mais moi je peux vous dire... Prends le micro, Claudia. Mais effectivement, c'est vrai que Monsieur le Préfet, lors de l'audition de la semaine dernière, nous avons posé la question de façon très explicite si ils émettaient en tout cas une information auprès de leurs clients sur le contrôle, ils nous ont clairement dit qu'aujourd'hui, rien n'était fait pour assurer, en tout cas, pour informer les voyageurs lors de leur réservation pendant la dite période de la cérémonie d'ouverture. Donc c'est pour ça qu'on est un peu perturbé que vous nous disiez ça, parce que la société Airbnb, la semaine passée, nous a clairement dit qu'il n'y avait aucun contrôle de fait pour le moment. D'abord, moi je ne parle pas que d'Airbnb. Les règles de fonctionnement de la cérémonie d'ouverture, elles ont été communiquées par le ministre, elles sont connues. Il l'a dit, tout le monde sait que pour rentrer dans cette zone, il faudra montrer patte blanche, s'enregistrer et être contrôlé. Bon. Donc chaque opérateur va évidemment maintenant le redéployer auprès de ses adhérents. Mais le risque, ils le feront forcément, Madame la députée, ils le feront forcément, sinon ils ne rentrent pas dans la zone. Ils ne rentrent pas dans la zone sinon. Donc forcément, ils vont le faire, croyez-moi. Croyez-moi. Voilà. Donc, moi, j'aurai d'ailleurs l'occasion de recommuniquer sur précisément les règles qui vont s'appliquer à la fin de ce mois ou au début du mois d'avril. Et on va le redire, on va le marteler. On a prévu de rencontrer les hôteliers. Mais vous savez, ils nous écrivent aussi et ils nous contactent. Et ils ont, je peux vous assurer, bien compris cette règle. Et ils s'organisent justement pour informer les personnes qui vont venir, qui seront présentes le jour J, le jour de la cérémonie. Sur bon, moi je suis un peu embêté pour parler de Marseille, de ce qui va se passer à Marseille. Marseille, c'est le 8 mai, donc c'est un peu en décalage avec les JO. Donc voilà, moi je ne sais pas s'il y a un match qui est décalé au stade Vélodrome. C'est possible. Honnêtement, c'est pas la première fois qu'on décale des matchs. Enfin, moi, ça m'arrive de le demander à Paris. On demande des fois au Paris Saint-Germain de jouer la veille ou le lendemain parce qu'on a un autre événement à gérer. C'est pas qu'on n'est pas capable de sécuriser plusieurs événements. Quand on peut le faire, quand c'est plus confortable, on le fait, on le demande. Et ça s'est fait de tout temps. Voilà. Donc, je peux vous assurer que vu le volume d'effectifs qui seront mobilisés, on arrivera à la fois à sécuriser les jeux, et le ministre l'a dit, et également prendre en compte un certain nombre d'autres événements sur le territoire national. C'est quand même une période où on va avoir beaucoup d'autres événements. Je pense, vous savez, on aura les commémorations, le 80e anniversaire de la Libération. Voilà, on aura énormément d'événements. Sur les transports en commun, moi je ne me prononce pas sur les transports en commun. Moi j'assure uniquement la sécurité dans les transports en commun. Ce que je peux vous dire, c'est que, et évidemment, je suis associé à la préparation, évidemment, de tout ce qui concerne les transports en commun, mais moi, mon job, c'est plutôt de les sécuriser. Là, actuellement, nous avons une centaine, 100 à 125 en fonction des jours patrouilles présentes dans les transports en commun. On en aura 700 pendant les Jeux Olympiques. Il y aura 700 patrouilles. Voilà, donc on aura un dispositif extrêmement fort. Sur les voies réservées, les voies olympiques, elles ne seront pas encombrées parce que on a un dispositif de contrôle physique de ces voies réservées. Il y aura des effectifs de police partout sur les voies réservées parce qu'on ne peut pas se permettre, si vous voulez, qu'elles soient obstruées. On ne peut pas se le permettre. Même obstruer n'est pas forcément le mot, mais simplement encombrer. On ne peut pas se le permettre. Et puis nous aurons un dispositif, évidemment, de contrôle et de verbalisation. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur vos questions. Mais sur le premier point, je voudrais vraiment vous rassurer. On a largement communiqué et on discute avec ces professionnels. Et bon, peut-être que ceux que vous avez vus ne le savaient pas, mais ils le sauront bientôt dans ce cas. Je vous assure qu'ils le sauront bientôt. Oui, mais enfin, c'est quand même 130 000 logements. Ce n'est pas un petit professionnel du logement. Pas sur la zone, pas sur la zone. Voilà, sur l'Île-de-France. Moi, je peux vous donner le nombre de logements. Moi, je connais aussi le nombre de logements qu'il y a sur... Croyez-moi, on y travaille. Je peux vous dire exactement le nombre d'habitants qu'il y a sur le périmètre de la cérémonie d'ouverture. Et on y travaille. Ça concerne peut-être 20 000 personnes, par exemple, et on y travaille. Merci, Monsieur le Préfet. Stéphane Peu. Et après, Madame Bagnier. Oui, merci, Monsieur le Préfet, pour toutes ces explications. Bon, l'immensité de l'enjeu, on le mesure, donc merci de prendre du temps pour venir devant nous. Moi, j'ai deux questions. Il se trouve que je suis député d'une circonscription où il y a beaucoup de zones rouges et de zones bleues, ce qui est une chance. On ne va pas s'en plaindre. Mais beaucoup d'habitants d'entreprises m'interrogent. Moi-même, j'habite en zone bleue. Et alors, vous avez donné des explications. Je vous remercie, j'en profite quand même
pour la diligence à laquelle vous répondez à nos courriers, parce que dans les 10 jours, on a une réponse, donc merci. Mais si vous voulez, à ce stade, moi j'aimerais savoir, parce que je vois bien la clarification que vous avez faite et que vous avez communiqué, que le ministre a communiqué sur quelles seront les règles, en gros, de ces zones. Mais pour les habitants ou pour les professionnels de ces zones, ça reste encore un peu obscur. Donc je voudrais savoir qui va avoir vraiment la charge au plus près de l'information. Est-ce que c'est délégué au maire? Est-ce que c'est au niveau de la préfecture de police? Enfin, comment ces informations qui commencent à être divulguées par voie de presse, mais qui restent, par exemple, la date, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, on peut d'ores et déjà s'inscrire sur les plateformes si on est résident, si on est commerçant, si on travaille dans les zones. Si oui, qui a la charge dans ce dispositif d'informer au plus près riverains et professionnels concernés, puisque forcément, plus on approche, plus ça suscite des inquiétudes. C'est pour avoir une clarification sur les responsabilités. Puis moi-même, si je peux relayer des dispositifs qui seraient déjà accessibles, je m'en priverai pas. Et enfin, deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est, puisque dans un rapport que j'avais fait avec mon collègue Stéphane Mazard sur la préparation des Jeux Olympiques, on avait pointé une inquiétude, à l'époque c'était au mois de juin dernier, une inquiétude sur la capacité du COJO à être au rendez-vous de ses engagements en matière de sécurité privée et le risque que les forces de sécurité intérieure soient obligées de pallier à cette déficience du COJO. Est-ce que vous êtes rassuré ou est-ce qu'il va falloir pallier? Et si oui, dans quelle proportion? Enfin, voilà. Merci, monsieur le député. Donc, sur vos deux questions, bon, l'information, elle est en ligne sur le site de la préfecture, elle est en ligne sur le TDM, et puis elle est relayée localement, donc par les préfectures, évidemment, par les mairies, par les élus, petit à petit. Je crois que ce qui va être le déclic, le déparrage de tout ça, ça va être la mise en ligne de la plateforme. C'est là qu'on va réellement expliquer aux gens comment ça fonctionne. Donc c'est en avril. En avril, voilà. Donc là, on est en train de... Le travail de concertation fait qu'on a prévu de nombreuses dérogations, de nombreuses pièces justificatives. Donc ça prend évidemment un peu de temps. Il faut l'élaborer, cette plateforme. Et donc, ce sera avril et ce sera le démarrage de cette... Même si ces règles sont déjà disponibles, elles sont bien connues. Vous avez raison, la cible maintenant, c'est le grand public. Pour les professionnels, on a beaucoup de questions auxquelles on répond. Effectivement, merci de le souligner très vite, parce que pour nous, c'est fondamental de ne pas laisser le doute s'installer et que vraiment il y ait toutes les réponses. Donc on a régulièrement les grandes fédérations professionnelles. Quand des élus nous saisissent, nous répondons. Et l'enjeu maintenant, ça va être évidemment de toucher le grand public. On compte beaucoup s'appuyer évidemment sur les préfectures, mais aussi sur les mairies, et puis sur la plateforme, qui comportera évidemment un mode d'emploi. Une foire aux questions, voilà, à laquelle d'ailleurs nous avons encore travaillé très tard hier soir, et qui sera mise en ligne maintenant assez vite pour que les personnes, à partir de leur situation, c'est typiquement comme une foire aux questions, c'est-à-dire je suis livreur, je suis commerçant dans une zone rouge, je veux me faire livrer, ou je suis livreur, je dois aller livrer un commerce, comment je m'y prends. Voilà, donc ça, voilà. Sur la sécurité privée, moi je suis plus embêté pour répondre parce que c'est pas dans mon escarcelle, même si ça m'implique très directement sur les dispositifs de sécurité. Moi, nous n'avons pas d'alerte signalée. Voilà, les recrutements se poursuivent. Il y a un certain nombre de marchés. Voilà, il faut bien avoir en tête aussi que chacun est dans son rôle. Les missions de la sécurité privée ne sont pas celles des forces de sécurité intérieure. Ce sont des missions de contrôle, de protection de sites, de protection des biens. Là où nous sommes à l'extérieur, sur la protection du public, des missions de lutte contre la délinquance, de lutte contre le terrorisme, de sécurisation. Voilà, donc ce ne sont pas tout à fait les mêmes missions. Mais voilà, moi, je n'ai pas d'alerte particulière à signaler. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialement en charge de ce dossier du suivi de la montée en puissance par le COJO des recrutements. Juste, je reconnais là votre sens de la diplomatie, mais là où ça vous concernerait, c'est au cas où il faudrait que les forces de sécurité intérieures pallient aux déficiences du COJO. Donc j'espère pour vous que vous serez informés le plus tôt possible. Je rappelle d'ailleurs qu'en dehors de notre rapport parlementaire, la Cour des comptes avait elle-même d'ailleurs suggéré que s'il devait y avoir un recours
supérieur à ce qui était prévu aux forces de sécurité intérieure pour pallier aux déficiences de la sécurité privée, il devrait être facturé au COJO. Donc on voit bien quand même que je sens bien que c'est pas vous. J'ai bien compris que c'est pas vous qui vous occupiez de la sécurité privée, mais vous pourriez, par défaut, être obligé de pallier certains problèmes. Je vais rester diplomate. Hein. Les règles sont effectivement celles-là. C'est-à-dire que chaque fois que les opérateurs publics, les forces de sécurité intérieure, prennent en charge les missions qui relèvent de la sphère privée, de l'organisateur, effectivement, il y a facturation. Voilà. Mais voilà, pour l'instant, les choses montent en puissance normalement. Et voilà, on n'a pas d'inquiétude et on ne se prépare pas à cela. Peut-être, oui. Mais ça, je confirme qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe pour n'importe quelle grande organisation, que ce soit le Tour de France ou d'autres grands événements. Claudia Roth, juste sur ce sujet-là. Le gouverneur de Paris, je crois, qui représentait les forces armées, qui nous avait indiqué, alors il y a quelques mois de ça, mais que probablement on partirait sur des forces militaires, je crois que c'était à hauteur de 14 000 ou 16 000 soldats, enfin militaires. Donc là, ils sont sous quelle responsabilité ? Alors, au total, je n'ai plus le chiffre national en tête, enfin, ça ne relève pas de mes compétences, mais c'est 18 000 au plan national, dont 10 000 qui seraient en région Île-de-France. Hein, mais tout ça est à revérifier. Et c'est un dispositif sentinelle, c'est-à-dire ils sont sous l'autorité évidemment du gouverneur militaire de Paris, mais dans le cadre des missions que je leur assigne moi. Voilà. C'est moi le responsable. Il n'y a qu'une autorité responsable en matière de sécurité. Et pour l'instant, nous avons, évidemment sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, et nous avons pour l'instant, ils assureront des missions de sécurisation, notamment à bord des gares, notamment sur les itinéraires qui mènent au site olympique, et ils assureront par ailleurs la protection de la zone d'embarquement de la parade. Voilà. Donc ils auront une mission extrêmement importante en matière de sécurité. Merci, Monsieur le Préfet. Géraldine Magnier. Oui, peut-être un complément sur les conditions de circulation. Moi, je sonde régulièrement les taxis, les chauffeurs de taxi. En fait, pour moitié, ils nous disent on ne sera pas là, on est en vacances. Pour l'autre moitié, c'est on a envie de travailler, mais on ne sait pas trop si on va pouvoir circuler dans Paris. Et on sent quand même une grande réserve de leur part. Donc, comment on communique pour qu'ils soient quand même présents pour l'événement, parce que ce serait quand même dommage qu'on n'ait pas assez de taxis à cette période-là. C'est pareil pour les voies réservées, est-ce qu'il y a un nombre limité et comment leur parvient l'information ? Parce qu'on sent que ce n'est pas encore fait dans leurs décisions. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant. Ils ont vraiment très peur des conditions de circulation à Paris, et certains nous disent même ça va être un enfer. Donc sur les taxis, pour répondre à votre question, dont nous on les rencontre, hein, c'est que à la préfecture, le préfet de police préside notamment la commission qui réglemente la profession des taxis et qui les consulte pour avis. Donc on les rencontre très fréquemment, comme d'ailleurs les autres représentants de la profession des transports particuliers de personnes, dont les VTC. Pour les taxis, il faut savoir quand même que nous avons distribué, après toute une procédure, hein, un certain nombre de licences gratuites pour les PMR, les taxis pour les personnes à mobilité réduite, et auprès de sociétés et auprès de personnes physiques. Donc il y a eu quand même un certain engouement dans les dossiers qui ont été posés, dans le volume de dossiers déposés, ce qui me laisse quand même à penser qu'il y a quand même un vrai intérêt pour les Jeux Olympiques. Ils savent d'ores et déjà qu'ils pourront circuler dans les voies réservées olympiques. Bon, ce qui est donc voilà. Alors évidemment, voilà, il faut que les choses se passent bien, que tout soit respecté, mais ils peuvent y circuler, pas les VTC, mais les taxis pourront le faire. Et l'autre règle qui est quand même extrêmement importante et qui là concerne aussi les VTC, c'est que dans les fameux périmètres d'interdiction de circulation dont je parlais, qui sont autour des sites olympiques, les taxis pourront y pénétrer. Hein, donc dès lors qu'ils ont un client qui doit s'y rendre. Bon. Et nous avons étendu cette règle au VTC. Voilà. Après, il y a les conditions générales de circulation. C'est plutôt ce qui les inquiète, parce que ça ne peut pas être les 3 points que je viens de citer, où on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait là pour les taxis. On ne peut pas faire plus, franchement. En revanche, effectivement, il y a les conditions générales de circulation dans Paris, mais eux auront accès aux voies réservées.
Voilà. Et les conditions générales de circulation, nous, on va tout faire pour qu'elles soient le plus fluides possible. Merci, Monsieur le Préfet. Béatrice Bellamy. Oui, bonjour Monsieur le Préfet. Et merci en tout cas à vous et à vos services, bien évidemment, pour tout ce travail que vous faites dans l'ombre. Mais on ne doute pas du tout de l'efficacité. En tout cas, personnellement, j'ai une totale confiance. Moi, je voudrais revenir notamment sur les moyens humains, les forces de sécurité intérieure dont vous parliez précédemment. Et je voulais savoir si, de votre côté, vous pensez délocaliser nos forces de sécurité, nos forces de l'ordre de nos territoires, et particulièrement, moi qui ai le territoire qui suis en Vendée, donc sur un département très touristique, et qui m'interpelle en me disant, est-ce que vous avez des informations, est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances et surtout, est-ce qu'on va pouvoir rester ou s'organiser personnellement, bien que je sais très bien qu'ils rentrent dans leurs 15 jours de congés possibles à des périodes bien déterminées, j'entends bien, mais est-ce que pour certains qui ont notamment, je sais pas, je vais dire une garde alternée avec les enfants, ils vont pouvoir s'organiser à partir de quelle date? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, à ma connaissance, c'est pas le cas. C'est ce qu'ils m'ont transmis comme information, s'ils seront amenés ou pas à se délocaliser à Paris ou à rester bien sûr sur le département. Et puis aussi, il a été cité bien sûr les enquêtes de sécurité pour toutes les personnes présentes sur la soirée d'ouverture. Il y a 74 000 places qui seront distribuées par les collectivités et 9 000 pour le mouvement sportif. Et j'ai envie de dire quel est le profil idéal, parce que le mouvement sportif qui invite des bénévoles ou des sportifs connus, reconnus, mais qui peuvent avoir eu un parcours ou des fréquentations moins recommandées ou recommandables, identique d'ailleurs pour des élus peut-être qui seraient tentés d'inviter aussi, qui croient bien faire en invitant des profils. Je ne sais pas, j'imagine qu'il y aura des propositions et ensuite une validation certainement par vos services après une enquête. Je ne sais pas, c'est l'interrogation que je vous soumets, puisque ces quotas ont été distribués en début de semaine, en tout cas portés à la connaissance en début de semaine. Oui, alors sur les trois questions posées, pour un département comme la Vendée, on va dire tous les départements hors de région Île-de-France, évidemment, les dispositifs de sécurité restent en place. Le ministre a demandé à tous les préfets d'élaborer leur plan de lutte contre la délinquance pendant cette période, et donc d'estimer le volume d'effectifs nécessaires avec des règles de contraintes que vous avez citées. Il y a des contraintes sur les congés qui font qu'il y aura plus d'effectifs présents, et de dégager la part qui va être affectée au renfort sur une base volontaire, sur les personnes qui viendront en renfort à Paris. Bon. Donc là, je peux pas m'exprimer au nom du ministre ou du DGPN ou du DGGN, mais le ministre a veillé à ce que aucun territoire ne soit abandonné. Et donc les renforts, ce seront essentiellement déjà les forces mobiles qui viendront nous renforcer à Paris. L'essentiel des forces mobiles sera affecté à Paris, même s'il y a des réserves pour le reste du territoire national. Et puis ensuite, en complément, viendront des effectifs territoriaux. Et le ministre a mis en place une solidarité au sein des zones de manière à ce que tous les départements soient couverts. Sur quand, effectivement, nous savons que les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police se posent un certain nombre de questions, savoir qui, quand, comment, ça c'est quelque chose auquel nous travaillons en ce moment avec la Direction générale de la police nationale, la Direction générale de la gendarmerie nationale, pour essayer de déterminer en fonction des missions qui sont attendues à Paris, d'une part, des besoins, des volumes d'effectifs que j'ai exprimés. On est en train de travailler à l'affectation des effectifs qui vont venir en renfort. Et là, les réponses sont attendues maintenant dans des délais assez rapprochés. On sera sur la période avril-mai, mais d'ores et déjà, de ce que je comprends, encore une fois, c'est pas dans ma zone de compétence et je suis prudent, d'ores et déjà, un certain nombre de policiers et de gendarmes se sont portés volontaires et ont fait connaître leur souhait de monter en région parisienne. Voilà. Et tout ça sera arrêté très probablement, définitivement, au cours des mois d'avril et du mois de mai. Sur les invitations, le choix qui a été fait de donner un droit d'accès, en fait, pour les KEO, on parle uniquement des KEO, les Kébas et le Kojo. Le choix qui a été fait est un choix de sécurité, justement, pour voilà. Donc, là où peut-être était prévu au début une possibilité de s'inscrire sur une plateforme, d'être tiré au sort, un peu comme quand on achète des billets, le choix a été fait plutôt de s'appuyer sur des collectivités, d'abord sur les co-organisateurs des Jeux Olympiques, et puis sur des collectivités concernées par les Jeux, de manière à ce qu'elles puissent sélectionner un certain nombre d'invités
qui auront un droit d'accès pour accéder sur les quais hauts. Voilà. Donc évidemment que nous nous réunissons, il y a un comité de pilotage qui s'est mis en place, c'est le délégué interministériel aux Jeux Olympiques qui est chargé de tout cela, et évidemment que nous allons être attentifs à l'élément que vous signalez. Hein. Donc évidemment, donc on va plutôt, il faut que ça reste une fête populaire, hein. Donc je pense que certains viseront au travers de leur CCAS plutôt des publics scolaires. Voilà, donc je ne peux pas me parler au nom de ces collectivités, mais ce sera de toute façon, et le ministre l'a dit au Sénat, avec un de nos points d'attention. Très bien. Belkir. Oui, un point sur les points de criblage, notamment personnes fichier S, et au regard des inscriptions en tant que bénévole déjà d'un certain nombre d'entre eux. Vous pouvez nous faire un point là-dessus, s'il vous plaît? Merci. Oui, alors là-dessus, moi je suis aussi un peu un utilisateur, hein, de ces criblages, mais le ministre a souhaité évidemment que... Donc on a, en fait, ce sont des enquêtes administratives, hein, qui, vous savez, ont été quand même largement revues maintenant depuis quelques années, puisqu'elles permettent d'interroger tous les fichiers des services de renseignement, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a des enquêtes administratives qui sont effectuées par un service qui s'appelle le Service national des enquêtes administratives et de sécurité, qui a la possibilité, c'est pas la possibilité, c'est doit procéder à des enquêtes administratives, donc depuis la loi JO, pour à peu près l'ensemble, pour tout le monde. Voilà, hein, pour tout le monde, c'est-à-dire les volontaires, les prestataires, les athlètes, les personnes qui rentrent au sein du COJO. Et ces enquêtes, elles ont vocation évidemment à augmenter au fur et à mesure qu'on s'approche des Jeux. Le ministre a souhaité quand même qu'on puisse les échelonner, entre maintenant et le moment où les Jeux vont débuter. Au Sénat, le ministre a donc donné un certain nombre d'informations, hein, sur le nombre d'enquêtes qui avaient déjà été réalisées, le nombre de hits positifs qu'il y avait eu pour des individus qui sont connus par les services de renseignement, qui sont connus au regard de du traitement, traitement des antécédents judiciaires. Voilà. Donc voilà, toutes ces enquêtes sont effectuées de la manière la plus sérieuse qui soit, très rigoureuse. Comment ? Alors moi, je ne saurais pas vous donner le chiffre, mais je crois qu'on n'est pas loin du million d'enquêtes, hein, au total, hein, il me semble. Hein, voilà. Pour un service de SNEAS qui va être porté à 200 personnes, voilà. Donc on est en moyen de les réaliser. Oui. On est obligé d'y arriver, puisque sinon la règle, c'est quand même qu'on n'entre pas. On n'a pas le principe du... on choisit des événements, il y a un décret grand événement qui considère que cet événement doit être soumis, l'organisateur, pour que la personne puisse y rentrer, doit recevoir un avis favorable, enfin une enquête administrative positive, et donc c'est une règle d'accès qui est absolument incontournable. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Oui, Claudia. Oui, justement, si vous pouviez préciser, c'est-à-dire, moi je veux rentrer KO. Voilà. Donc je vais sur une plateforme, je renseigne la plateforme, et derrière on reçoit un badge ou quelque chose. Non, c'est fini, tu peux pas rentrer toi. Ah, c'est fini. Bon, alors je vais aller ailleurs. Le marathon, par exemple, le marathon. Parce que le marathon, c'est gratuit et c'est sur quasiment tout Paris. Enfin, pas tout Paris, mais il y a quand même 42 km, donc ça fait quand même de l'espace. Donc je veux aller sur le marathon. Je dois renseigner ? Ça marche. Non, les enquêtes administratives, c'est pour les organisateurs, c'est pour les prestataires, les volontaires, tout ce qui est dans l'organisation des Jeux. Quand vous allez sur le marathon ou sur la course cycliste, qui sont des courses gratuites, hein, ce sont des courses gratuites, c'est-à-dire le public a vocation à aller spontanément. Non, vous n'avez pas à... Non, vous n'avez pas... Comment ? Les logements, c'est différent parce qu'on met en place un périmètre de protection et il y aura un décret grand événement et vous êtes dans le cadre de ce décret grand événement. C'est important. Je suis américaine. J'ai loué, américaine, mais ça peut être peu importe. Hein. J'ai loué un appartement Airbnb dans le périmètre de protection. Donc l'information, elle passe comment ? L'information, elle passe tout simplement par le fait que pour y rentrer, vous êtes obligé de vous inscrire sur une plateforme
Et donc, nous aurons évidemment... Vous êtes obligé de vous inscrire sur la plateforme. Pour rentrer, vous louez un appartement, pour rentrer dans notre périmètre de protection, puisque votre logement se trouve à l'intérieur du périmètre de protection, une des conditions que nous allons fixer, c'est l'inscription obligatoire sur la plateforme. Voilà. Et donc, évidemment, à ce moment-là, nous aurons un certain nombre d'informations qui permettront de procéder aux enquêtes administratives, comme le permet la loi JO. Arrive en France, parce que là, jusque-là, tout va bien, on arrive à Roissy, puis au moment où on veut venir prendre un appartement, les personnes peuvent se retrouver en situation un peu délicate, puis s'il y en a une, ça va bien, mais s'il y en a 25 ou 30 000, ça va être plus compliqué. Enfin, peut-être pas 25-30 000, mais s'il y en a même 1000, ça va être plus compliqué. Comment vous allez gérer ces situations-là ? Enfin, moi, très sincèrement, c'est pour ça que j'insiste un peu, j'ai été sidéré de la réponse de la société Airbnb, parce que c'est une évidence qu'il faut protéger le périmètre, en tout cas tout le périmètre visuel, au moins sur la scène, et qu'il n'y a pas à ce moment-là une réserve, un petit encart sur la plateforme de réservation en disant faites attention, preuve de vigilance, pour rentrer dans votre logement, vous devrez aller à la plateforme. Moi, je suis très étonné que ça ne soit pas anticipé. Vraiment. Pour nous, en France, on s'arrangera toujours, mais même pour vos services, imaginez que tout d'un coup, vous avez un afflux de demandes, ça risque d'être vraiment compliqué. Alors, d'abord, les personnes seront obligées de s'inscrire, et c'est à partir du mois d'avril que ça commence. Voilà. Encore une fois, je vous redis, je ne sais pas ce qui vous a été dit ici devant cette commission, je vous redis qu'un certain nombre d'opérateurs, nous les rencontrons, nous les informons. Voilà. Après, moi, je ne sais pas ce qu'on vous dit, justement pour qu'ils puissent prévenir leurs clients. Et on n'aura pas 25 000 personnes qui vont se retrouver... D'abord, c'est en gros la capacité totale de la zone, mais on n'aura pas 25 000 personnes qui vont découvrir qu'elles doivent s'inscrire sur une plateforme pour venir assister à la cérémonie d'ouverture. Voilà, la communication, elle a commencé, elle va se poursuivre. Début avril, on va en remettre, passez-moi l'expression, une couche, et on va vraiment le faire savoir. Je n'ai aucune inquiétude de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de ces opérateurs, mais aussi des hôteliers, des personnes qui vont louer aussi de leur appartement. C'est tout leur intérêt de faire connaître cette information, parce que je vous assure que personne ne rentrera s'il ne s'est pas inscrit sur la plateforme. Merci, monsieur le préfet. Et d'ailleurs, pour compléter ce que dit ma collègue Claudia Roux, on le sait aussi qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ont déjà loué leur appartement, qui vont déserter Paris, qui vont aller faire du télétravail, parce qu'ils arrivent chez nous, notamment en Vendée encore, et voilà, ils ont déjà loué sur tout l'été, une période longue, les biens, et sachant qu'ils vont gagner beaucoup d'argent en louant leur appartement, donc ils peuvent se permettre de pratiquer aussi les préaux en Vendée, et ces gens-là qui ont déjà loué, et là, je ne sais pas si, enfin j'imagine, comment ils vont être contactés, ces propriétaires qui ont loué, comment ils vont transmettre aussi à leurs locataires de cette période-là qu'ils doivent avant tout s'inscrire sur cette plateforme. On va de nouveau communiquer sur le sujet, donc début avril. On va utiliser le relais, évidemment, des mairies d'arrondissement sur Paris. On va le redire, voilà, je crois que, honnêtement, enfin, on a déjà... entre la communication à laquelle on a procédé fin novembre, où déjà on indiquait qu'il y aurait un périmètre de protection et qu'il faudrait s'inscrire sur une plateforme. On l'a redit, le ministre l'a redit récemment au Sénat. Il a été on ne peut plus clair. Moi, j'ai eu l'occasion de le redire récemment également dans une conférence de presse. Voilà, on va continuer à marteler le message. On a prévu de rencontrer l'ensemble des opérateurs une nouvelle fois, de rencontrer l'ensemble des hôteliers. On le leur dira. Et voilà, je crois que tout le monde a compris. Enfin, personne n'ignore qu'il va se passer une grande cérémonie d'ouverture et qu'il y a un certain nombre de formalités à respecter pour pouvoir accéder à ce site. Donc, toutes les personnes qui rentrent dans le périmètre de protection doivent normalement s'inscrire. Voilà, vous l'aurez. Voilà. Madame Bellamy, maintenant vous avez l'information. Vous pourrez vous inscrire à partir d'avril. Moi, monsieur le préfet, avant de bien évidemment de conclure cette audition, j'avais quelques questions pratico-pratiques. Lorsque nous avions effectué le test logistique avec la brigade fluviale en juillet dernier pour le test logistique de la cérémonie d'ouverture,
On a bien évidemment été confronté à toutes les problématiques que pouvait amener cette cérémonie sur les enjeux de sécurité, le nombre de fenêtres à surveiller, la population sur les ponts, sur les balcons. Et il y a eu des questions toutes bêtes sur le nombre de barrières Vauban. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique, c'est qu'on n'était pas suffisamment équipé de barrières Vauban. Alors, est-ce que sur ce sujet-là, on a dû faire appel à d'autres collectivités, d'autres peut-être pays voisins européens sur ce nombre de barrières qui aujourd'hui est pas assez important en France? Et une dernière question, c'est sur la prime pour les sapeurs-pompiers, équivalente à celle pour bien évidemment les forces de l'ordre. Est-ce que vous avez statué sur cette prime pour les sapeurs-pompiers, puisque lorsque nous les avions auditionnés, ils nous disaient qu'ils attendaient votre feu vert. Donc si on pouvait leur donner la réponse, ça serait bien. Donc sur les barrières, on a nos propres barrières à la préfecture de police et on a des commandes en cours de barrières. Donc là-dessus, on n'a pas de difficultés particulières, notamment pour la cérémonie. Sur les primes, le ministre a fait des annonces, donc on travaille. Voilà, moi je travaille. Le budget de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris relève aussi, comme vous le savez, du budget spécial de la ville de Paris, et donc on y travaille. Voilà, les discussions sont en cours, évidemment, pour faire bénéficier les militaires de la BSPP des primes équivalentes à celles des policiers qui seront présents en Île-de-France et qui vont être très mobilisés, et pour lesquels le ministre, comme vous le savez, a fait une annonce d'une prime à 1 900 €. Donc voilà, donc on y travaille, il y a des discussions en cours avec la ville de Paris. Merci, monsieur le préfet. Allez, dernière question de monsieur Peu. Oui, c'est toujours... je pose toujours des questions comme régional de l'étape, mais porte de la Chapelle, porte de Paris à Saint-Denis, la délinquance sur la voie publique reste encore, à l'heure d'aujourd'hui, relativement élevée. Vendeurs à la sauvette, les points de deal, bref. Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes confiant sur l'opération zéro délinquance d'ici les Jeux? Est-ce que les opérations sont toujours en cours? Parce que je sais que les forces de police sont très occupées sur toute une série de sujets. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir présenter un visage au monde le meilleur possible dans ces secteurs? Oui, sur les opérations, le plan zéro délinquance qu'on a commencé en novembre 2022, donc où on se priorise effectivement plutôt les secteurs concernés par les Jeux. Donc nord-est parisien, la Seine-Saint-Denis, où il y a énormément de contrôles qui sont réalisés, à la fois des contrôles, des présences de voies publiques, des démantèlements de points de deal. Donc on réalise aussi des fameuses opérations place nette. Moi, sur toute l'agglomération, j'en ai réalisé une 50aine depuis le lancement de ces opérations. Ça veut dire qu'on démantèle un point de deal ou un réseau de criminalité organisée, puis ensuite on assure des missions de sécurisation, une présence, des contrôles administratifs pendant plusieurs jours et autant de temps qu'il le faut. Donc on continue ces actions. Le secteur donc, et sur ces territoires, la délinquance baisse significativement. Significativement. Voilà. Il y a toujours ce fantasme du Champ de Mars, Trocadéro, où évidemment il se produit encore des faits graves et qui suscitent à juste titre l'attention des médias, l'attention des élus, c'est normal, mais ce sont des secteurs où la délinquance a complètement chuté, et pour les atteintes aux biens et pour les atteintes aux personnes. C'est un exemple que je prends, mais il y en a d'autres, notamment autour de Saint-Denis. Comme vous le savez, autour de la gare de Saint-Denis et sur les quartiers environnants, on a des actions qui sont massives des forces de l'ordre, appuyées d'actions de contrôle administratif du préfet de la Seine-Saint-Denis. Voilà, on va poursuivre ces actions, on va les marteler. Et sur la porte de la Chapelle, nous avons déclenché avec Madame la procureure de la République de Paris une opération place nette, notamment sur la rue Max Dormoy et autres, dont le Parisien avait rendu compte des difficultés, notamment liées à la présence de sauvettes de cigarettes et parfois de points de deal. Donc voilà, on va continuer ces actions jusqu'aux Jeux, évidemment. Mais au moment des Jeux, il faut bien avoir conscience qu'on va monter à un nombre d'effectifs pour toute la région Île-de-France qui est de l'ordre de 30 000 personnes en moyenne, avec un pic à 45 000. Donc on aura énormément d'effectifs de police, évidemment, pour assurer la sécurité des personnes. Mais on met déjà le paquet. Je vois ici ou là, je voyais encore récemment
des élus légitimement m'interpeller, par exemple sur les vols portières sur l'A1. Les vols portières sur l'A1, on a un peu... Vous et moi, monsieur le député, on a un peu d'expérience de la Seine-Saint-Denis, vous plus que moi, mais moi, elle commence à être importante. Il y a une quinzaine d'années, vous vous souvenez, c'était quand même un fléau. Il a été complètement endigué. Et en 2023, par rapport à 2022, on a encore moins 20% de baisse de ce type de fait. Alors évidemment, il en reste et ils sont toujours marquants, surtout quand ils concernent des touristes, notamment des touristes asiatiques. On a tout de suite un grand retentissement qui est donné, mais voilà, on a des résultats tangibles, mais il faut les poursuivre. Et moi, le ministre, ce qu'il me demande, c'est pas de dire que ça baisse, il me demande que ça tende vers zéro. Voilà, donc c'est l'objectif. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le préfet, de nous avoir éclairé sur tous ces sujets. Voilà. C'est la... Voilà. Merci. À très bientôt. Non, je remercie simplement monsieur le préfet pour tous ces éclairages et votre présence, votre disponibilité à répondre à l'ensemble de nos questions, et remercie également nos collègues.